Bonjour à tous, je crois que nous sommes en ligne. Bonjour à vous tous un peu partout en Europe, hein, parce que je suis moi basé à Paris, mais vous êtes un peu partout en Europe. Donc mon nom est Amaury de Calonne, je dirige la société Monetivia et on va parler ce soir, grâce à l'UFE, que je remercie au passage, euh, nous allons parler immobilier, investissement immobilier et surtout investissement malin en immobilier. Vous êtes sans doute intéressé par ce type de choses et vous connaissez l'investissement locatif en tant que non-résident. Et vous savez sans doute, on va attaquer directement, vous savez sans doute que l'investissement locatif en France, il faut être effectivement relativement motivé. Le sujet du locatif, c'est que depuis un certain nombre d'années, on a pu s'apercevoir que les rendements ont diminué, eu égard aux charges qui peuvent augmenter, les charges de copropriété qui peuvent augmenter dans le temps, et puis les taxes foncières, les impôts qui augmentent, et la fiscalité sur les revenus fonciers qui a elle aussi augmenté pendant ces années. On l'a vu avec la CSG-CRDS qui est passée à 17,2 en 2018, l'alourdissement de l'IFI, etc., etc. Donc, quand on cumule les coûts que représente le fait d'être propriétaire, la fiscalité sur les revenus fonciers, et qu'on ajoute à ça tous les risques locatifs de vacances locatives, d'impayés et tout le temps passé en gestion, effectivement, l'investissement locatif peut s'avérer moins attractif. Je vous ai mis ici un petit cas pratique pour que vous voyez en tant que non-résident à quoi vous êtes assujetti lorsque vous faites un investissement immobilier pour faire du locatif en France. Sur un bien à 600 000 euros, vous mettez le bien en location à 21 000 euros à l'année, 3,5% de rendement locatif. Et vous allez payer des charges en tant que propriétaire, qui représentent à peu près 4 200 euros, et vous allez être imposé en tant que non-résident. Vous avez un taux minimum, ça c'est vrai pour tous ceux qui sont dans l'Union européenne, de 20%, auquel s'ajoute un prélèvement de solidarité. Vous n'êtes pas assujetti à la CSG, CRDS dès lors que vous êtes en Union européenne, avec un système social en place. Et donc, vous avez ce prélèvement de solidarité qui s'ajoutera aux 20%. Donc, vous payez 27,5% d'impôts sur ces revenus fonciers. Sur les 21 000 moins les 4 200 euros de charges, vous allez payer ces 27,5%. Et donc, voilà ce qui vous reste, 12 180 euros, rendement net 2,03. Si en plus vous êtes à l'IFI, ça vous coûtera 4 200 euros de plus. Il vous restera dans la besace 7 980 euros à la fin de l'année. 1,33 de rendement net. Il est évident que c'est très limite, c'est insuffisant quand on fait ce type d'investissement. Et donc, on va parler maintenant d'un type d'investissement qui peut être une façon d'échapper à tous ces inconvénients et qui est une alternative à l'investissement classique. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de vous parler, de vous présenter pendant un quart d'heure, 20 minutes, cette solution en essayant en tous les cas d'être le plus précis possible. Et suite à ça, nous allons nous donner un quart d'heure, 20 minutes, même chose, pour que je puisse répondre à vos questions en chat. Vous pourrez avoir l'occasion de poser vos questions. Alors, quel est le principe de cette solution? Le principe, c'est que vous allez être exactement dans la même démarche qu'un investisseur locatif. C'est-à-dire que vous allez acheter un bien avec un vendeur qui va vous dire, écoutez, vous allez louer ce bien, je vous propose d'être le locataire. Et je vais vous réserver un certain nombre d'années dans le bien. On va fixer le loyer du bien, qui est un loyer de marché. Et moi, je vais me réserver cette période. Je vais garder, alors c'est entre 10 et 25 ans, mais prenons un exemple à 15 ans. Moi, vendeur, je vous vends le bien et je deviens l'occupant du bien pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Et donc, je vais vous régler le loyer du bien auquel vous auriez mis le bien en le louant à un locataire. Je vais vous régler la totalité des loyers, les 15 années de loyer, je vais vous les régler tout de suite, sonnant et trébuchant.
Mais je ne vais pas vous les régler en vous faisant un chèque. Ce n'est pas que vous allez acheter le bien 500 000 euros et je vous fais un chèque qui correspond à ces 15 années de loyer, 180 000 euros. Parce que si je fais ça, vous allez être fiscalisé sur les 180 000 euros. Hein, ils seront traités comme du revenu foncier. Ce qui va se passer, c'est que vous allez acheter le bien 500 000 euros moins 180 000 euros, ces fameuses 15 années de loyer que je me réserve. Vous allez acheter le bien 320 000 euros. Vous avez donc été réglé de tous les loyers immédiatement, sonnant et trébuchant, le jour de l'acquisition du bien. Juridiquement, comment est-ce qu'on procède? Alors, vous l'avez bien compris, on ne va pas mettre un bail en place avec le vendeur. On opère ce qu'on appelle un démembrement temporaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le démembrement de propriété? Lorsqu'on est plein propriétaire, lorsqu'on possède un bien, hein, lorsqu'on achète un bien, on est plein propriétaire d'un bien. Et cette pleine propriété, elle se décompose de deux droits. La nue propriété, qui est la propriété des murs, sans en avoir la jouissance, et l'usufruit. L'usufruit, c'est j'ai l'usage du bien, l'usus, et le fructus. Le fructus, c'est le fruit du bien. Si le bien est mis en location, moi, en tant qu'usufruitier, je perçois les loyers. Et donc là, ce qu'on va opérer, c'est un démembrement temporaire, c'est-à-dire que l'acheteur, l'investisseur, va acquérir la nue propriété et laisser un usufruit temporaire à son vendeur qui sera valorisé économiquement. À l'issue de cet usufruit, le bien est remembré et l'acquéreur, le nu propriétaire, recouvre la pleine propriété du bien et peut en jouir, le vendre, le louer, l'occuper, en faire ce qu'on lui semble. Comment est-ce qu'on va valoriser cet usufruit temporaire? Eh bien, tout simplement économiquement, c'est-à-dire à partir des loyers, comme je l'ai précisé. Hein, cet usufruit, on va fixer le loyer de marché du bien, on va l'indexer, hein, puisque sur 15 ans, un loyer, ça augmente. Donc, on va le faire augmenter chaque année pendant 15 ans. On va actualiser les flux futurs, car percevoir 1 000 euros aujourd'hui ou 1 000 euros dans 15 ans n'a pas tout à fait la même valeur. Donc, on tient compte de cela immédiatement. Et puis, on va également retirer le ratio de charge qui incombe traditionnellement aux propriétaires dans le locatif. On le retire tout de suite, ce qui fait que pendant tout l'usufruit, le nu propriétaire n'aura pas à payer les charges de copropriété et la taxe foncière. Résultat, vous êtes réglé tous les loyers immédiatement sous forme de réduction de prix. C'est la fameuse décote hein, auquel vous allez avoir droit en achetant le bien en nue propriété. Alors, la particularité de ce type d'opération, c'est que votre usufruitier est une personne âgée. C'est un senior. C'est lui qui a choisi de monétiser son bien pour X ou Y raison et il vend son bien en restant dedans avec cet usufruit temporaire qui est déterminé. Évidemment, il y a un cas de figure qui peut se produire lorsqu'on fait ça avec une personne âgée, c'est que cette personne décède prématurément par rapport au terme de l'usufruit qui avait été postulé. À ce moment-là, que se passe-t-il? L'investisseur, vous, acquéreur de la nue propriété, eh bien, l'usufruit s'éteint. De fait, de droit, mécaniquement. Vous allez devenir plein propriétaire plus tôt que prévu. Vous allez récupérer le bien plus tôt. Et parce que vous le récupérez plus tôt, vous allez reverser aux ayants droit du vendeur la valeur résiduelle de l'usufruit auquel avait droit le vendeur, qui vous a prépayé. Il vous a prépayé 15 ans. Et par exemple, il décède au bout de 10 ans. Vous récupérez le bien 5 ans plus tôt. Vous restituez donc la valeur de ces 5 années de loyer aux ayants droit. Mais sur cette valeur, nous appliquons un abattement de minimum 30%, ce qui fait que votre gain, votre TRI sur l'opération, va augmenter mécaniquement. L'idée est de dire, moi, je ne veux pas prendre de risque sur mes loyers en tant qu'investisseur, je veux encaisser tous mes loyers par avance. Si je dois en rendre, parce que finalement ça s'est arrêté plus tôt, je rends, mais je ne rends pas tout. Je ne rends pas tout grâce à cet abattement. Deuxième cas de figure plus rare, mais qui peut se produire, c'est que si le vendeur, au bout de cet usufruit, souhaite prolonger son bail, s'il veut ou il peut encore continuer à occuper le bien, il peut le faire. Il peut le faire pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Allianz, qui est l'acteur, l'assureur avec lequel nous avons lancé cette solution sur le marché français il y a quelques années,
Allianz va verser une indemnité mensuelle à l'investisseur tant que le bien est occupé. Hein, s'il est occupé 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, tous les mois, l'investisseur sait qu'à compter du terme de l'usufruit qui a été déterminé, si c'est 15 ans plus un jour, un revenu tombe versé par Allianz tant que le bien est occupé. L'idée est bien évidemment de protéger le rendement de l'opération, la rentabilité de l'investisseur tout le long de vie de l'opération. Donc, en résumé, le principe d'une acquisition en nue propriété, c'est un démembrement temporaire. Je laisse un usufruit temporaire avec une assurance qui me couvre derrière. Si jamais ça se finit plus tôt, à ce moment-là, mon TRI va augmenter, hein, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, je ne parle pas d'évolution de marché, imaginons que la valeur vénale du bien n'a pas bougé, mon TRI va mécaniquement augmenter grâce à l'abattement que nous appliquons sur la restitution des loyers non consommés. Cet abattement garantit, quoi qu'il arrive, si jamais il y avait décès la première année, par exemple, une décote minimale de 15% à l'acquéreur. Hein. Donc, vous savez que vous ne paierez jamais plus de 85% de la valeur du bien s'il y a eu décès la première année, et évidemment, la décote augmente avec le temps. Ça peut se finir plus tard, mais vous savez qu'au terme de l'usufruit temporaire, un revenu vous sera versé, soit parce que vous l'avez récupéré et à ce moment vous mettez un locataire dedans et donc vous percevez un revenu, soit vous n'avez pas récupéré parce que l'usufruitier a souhaité prolonger son occupation du bien, et à ce moment-là, vous percevez cette rente qui vous est versée par Allianz tous les mois et qui protège votre rendement. Alors évidemment, la nue propriété, c'est très intéressant en ce sens où, surtout dans un contexte comme celui qu'on connaît aujourd'hui, on a un couple rendement-risque qui est absolument optimal, hein, optimisé. Les avantages de la nue propriété, il y en a beaucoup. Hein, par rapport à l'investissement locatif, si on prend le même bien qu'on achète, soit en tant qu'investisseur pour mettre un locataire, soit en faisant de la nue propriété, on voit la différence. Première différence, c'est qu'en achetant en nue propriété, vos loyers sont sécurisés. Vous n'avez aucun risque locatif puisque vous avez été prépayé de tous les loyers immédiatement sous forme de réduction de prix. Et parce qu'ils sont payés sous forme de réduction de prix, ils ne sont pas fiscalisés. Donc le brut que j'évoquais tout à l'heure des loyers ne se transforme pas, ne se dégrade pas en net de façon drastique, hein, puisque il ne passe pas par la case, le loyer ne passe pas par la case trésor public, il est perçu sous forme de décote. Autre élément très important et très intéressant pour l'investisseur, la plus-value imposable. En cas de revente du bien en pleine propriété, vous récupérez le bien est remembré, vous l'avez récupéré, vous décidez de le revendre. Quelle est la fiscalité sur la plus-value? La fiscalité sur la plus-value va s'opérer à partir de la valeur initiale en pleine propriété. J'achète un bien 320 000 € en nue propriété qui vaut 500 000 € en valeur vénale. Lorsque je le revends, mon prix de revient pour le calcul de la plus-value, c'est 500 000 €. La décote est totalement défiscalisée. La taxe foncière est réglée aussi par l'usufruitier. Hein. Tout ce qui est taxe foncière, charge de copropriété, pendant toute la durée de l'opération, est réglé par l'usufruitier. Le nu propriétaire ne conserve que les gros travaux au sens de l'article 606, c'est-à-dire les grosses réparations, ce qu'on appelle le clos et couvert, structure, toiture. Mais par exemple, un ravalement de façade, c'est pour l'usufruitier. Changement de chaudière, pour l'usufruitier. Ascenseur, pour l'usufruitier. C'est vraiment ce qui va toucher au bâti, à la structure, à l'enveloppe même de l'immeuble qui reste et qui est traité comme une grosse réparation et qui incombe au nu propriétaire. Des frais de notaire sont allégés, bien sûr, puisque l'assiette sur laquelle vont être calculés les frais de notaire ne sera pas la pleine propriété, hein, mais ce sera la valeur de la nue propriété. Alors la valeur fiscale de la nue propriété, le fisc a son propre barème pour déterminer les valeurs usufruit et nue propriété, mais elle est toujours assez proche de la valeur économique que nous calculons de la nue propriété.
Et donc là, il y a un gain évident, puisque la différence entre la valeur fiscale de la nue propriété et la valeur vénale du bien, eh ben, vous faites ça fois 7,5 et c'est tout votre gain que vous gagnez sur les frais de notaire. Ce qui représente peu ou prou entre 1 an et 2 ans de loyer net, rien qu'en gain de frais de notaire. Et enfin, vous n'avez aucun souci de gestion. Aucun souci de gestion parce que pendant toute la durée de l'usufruit, vous n'avez rien à faire. Aucun flux financier avec l'investisseur, avec le vendeur, avec votre usufruitier. Aucun souci de gestion. Donc, performance et sécurité. Oui, le couple rendement-risque, performance, rendement-risque est optimisé parce que vous avez une rentabilité qui est évidemment bien meilleure qu'en locatif. Vous avez la sécurité grâce à la décote, c'est-à-dire le risque minimal, parce que vous achetez un bien avec une forte décote, donc sur le capital que vous investissez, vous avez un risque minimum. Et en revanche, vous avez la performance du locatif, puisque vous avez les loyers qui vous sont réglés et nets d'impôts. Donc, voilà un couple rendement qui est absolument idéal, rendement-risque idéal pour un investisseur de long terme. De plus, vous avez en plus un effet de levier sur l'évolution du marché, parce que l'évolution du marché, elle se fait par rapport à l'assiette de la valeur vénale. Or, vous avez, vous, acheté en nue propriété. Donc, toutes les performances, toute la hausse immobilière est démultipliée. Il y a un véritable effet de levier par le fait que vous ayez mis moins de fonds propres que la valeur libre du bien. Ce qu'il faut retenir sur la nue propriété, vous achetez un actif tangible. Premier point intéressant, et c'est pas du financier, c'est pas volatile, c'est pas ça peut perdre 25%, suivez mon regard, en 2 mois. Ça pourrait perdre potentiellement 25%. Je ne veux pas dire le risque zéro n'existe pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas soumis à la volatilité des marchés au jour le jour. Vous avez un actif tangible. Vous l'achetez avec des cotes. Vous avez des loyers garantis. Cette décote, ce sont les loyers garantis. Et aujourd'hui, avoir des loyers garantis, c'est pas un luxe. C'est pas un luxe dans un environnement où beaucoup de SCPI aujourd'hui se posent des questions de savoir si leurs locataires vont payer leur loyer avec la crise sanitaire que nous affrontons. Il va y avoir de la casse, évidemment de la casse. Là, ce système vous permet d'être prépayé tout de suite. Il n'y a pas de sujet de non-paiement. C'est un produit quasiment à capital garanti, comme je l'évoquais, puisque vous allez payer 50 un bien qui vaut 100 ou 60 un bien qui vaut 100. Il faudrait que le bien perde plus que la valeur de la décote pour que votre capital commence à être attaqué. Et j'ajoute que vous percevez également 100% de la performance, ce qui est assez rare aussi. En général, quand on investit dans des fonds, dans n'importe quel type de produit, il y a des frais de gestion qui sont prélevés chaque année par les gérants, par ceux qui s'occupent de vos produits. En achetant en nue propriété, toute la performance, il n'y a pas de frais de gestion. Toute la performance, le temps travaille pour vous et toute la performance est pour vous. Ce qu'il faut retenir aussi et surtout, c'est que la nue propriété est évidemment un investissement de long terme. Il ne faut jamais s'engager dans ce type d'investissement en se disant je veux récupérer le bien dans 5 ans ou dans 8 ans. Non, c'est un investissement de long terme qui travaille, c'est un produit qui se capitalise. Alors, je vous ai mis un petit cas pratique là sur un bien pour que vous voyez concrètement tout ce que je vous raconte là, à quoi ça correspond. Voilà, il y a quelques photos de biens que vous pouvez trouver en nue propriété dans l'ancien. Voilà un exemple à Paris, sur l'île Saint-Louis, d'un appartement de 75 mètres carrés qu'on a vendu récemment, avec un usufruit de 20 ans. Des cotes de 43%. On est parti d'un loyer à 47 € du mètre, qu'on a tiré sur 20 ans. Vous voyez, la première année de loyer est de 43 030 € et avec une indexation de 1,5% par an, on fait augmenter le loyer d'1,5% par an. La dernière année de loyer, la 20e,
a été calculé à 57 000 euros. On consolide tous ces années de loyer, ça nous donne, une fois actualisé et ratio de charge déduit, ça nous donne la valeur économique de l'usufruit. Ici, 602 000 euros. Hein, donc, le bien vaut 1 300 000 euros. Durée d'usufruit, 20 ans. Une fois les calculs faits, la valorisation économique de l'usufruit, celui-ci ressort à 602 000 euros. Ce qui nous donne la valeur de la pleine propriété. On ajoute nos honoraires, ici de 3,28%, et ça vous donne le prix de la nue propriété auquel vous achetez avec 43% de décote par rapport à la valeur du bien. Vous voyez ici, je vous ai mis les cas de figure. Si, par exemple, vous deveniez récupérer le bien par rapport à ces 20 années, c'est un couple qui habite ce bien, un couple de septuagénaires. Imaginons demain qu'il y ait un décès qui arrive la 5e année, la 10e, la 15e ou pas, où on arrive au bout de l'usufruit, au bout de la 20e année. Alors, si par exemple le décès intervenait la 5e année, la valeur de l'usufruit résiduel à restituer serait de 497 000 euros, est de 497 000 euros sur la base du prix qui est figé aujourd'hui. On applique cet abattement, un abattement de 33%. Le complément à verser est donc de 333 000 euros. Le prix total pour l'investisseur, il a acheté un bien qui vaut 1,3 million, 1,73 million euros, en le laissant 5 ans. Sa décote est de 20%. Il a fait un TRI de 5,5% sur l'opération. Si le décès survient au bout de 10 ans, vous trouverez les mêmes articulations de chiffres. La valeur de l'usufruit résiduel, c'est 366 000 euros. Ce sera 202 000 si c'est dans 15 ans, moins l'abattement. Vous voyez le prix total. Au bout de 15 ans, le bien est revenu à 875 000 euros. La décote est de 36% sur la valeur vénale du bien, avec un TRI de 3,1%. Encore une fois, ce TRI est hors évolution du marché. C'est-à-dire qu'on part du principe que sur 15 ans, le bien n'a pas évolué en termes de valeur de marché, hein, la valeur vénale. C'est uniquement par le jeu du démembrement que vous gagnez ce TRI. Alors, investir en e-propriété, investir avec Monetivia, qui est notre spécialité. Hein, nous sommes une société spécialisée en immobilier et en ingénierie patrimoniale. Notre domaine d'expertise, c'est le démembrement de propriété. Et on a mis en place, développé cette nouvelle façon d'investir en immobilier qui permet d'échapper à tous les inconvénients du locatif, hein, et à tous les soucis de gestion, les contraintes, etc., qui sont liés au locatif. Et pour ça, on a noué ce partenariat avec Allianz pour pouvoir lancer la solution. Quand on investit en nue propriété, on a différents objectifs. Pourquoi on investit en nue propriété? On investit sous cette forme. La première des raisons, c'est qu'on souhaite se constituer du patrimoine. Se constituer du patrimoine pour demain, avoir du capital qui travaille, sécurisé, hein, préparer sa retraite, et pour le jour où on arrive à la retraite, avoir un revenu ou avoir du capital dont on veut disposer pour revendre, faire d'autres choses, peu importe. Mais avoir ce patrimoine que l'on développe, que l'on se constitue. Deuxième objectif, on a beaucoup d'investisseurs aussi qui utilisent la nue propriété pour faire des donations. Hein. Ils achètent en nue propriété et ils donnent cette nue propriété à leurs enfants. Et en procédant de la sorte, on peut supprimer les droits à payer sur Vous pouvez donner, par exemple, un bien qui vaut 400 000 euros en valeur vénale, donner à un enfant ce bien en nue propriété, à 200 000 euros, par exemple, sans payer aucun droit. Donc, c'est un sujet qu'on peut évidemment aborder avec Monetivia, mais sachez que la nue propriété est un merveilleux outil de transmission. Et puis, il y a aussi une autre facette de ce type d'investissement, c'est pour les résidences secondaires. Je dis principalement, parce qu'on va y revenir, je ne crois pas que ce type d'investissement soit pour un usage, enfin que la décision d'investissement se fasse pour
habiter le bien à date. Il ne faut surtout pas être dans cette logique-là quand on fait de la nue-propriété. En revanche, quand on achète pour une résidence secondaire, un actif au bord de la mer pour sa retraite, pour dans 25 ans, on prend un usufruit un peu plus court et on aura sa résidence secondaire à la retraite, quel que soit l'endroit où on veut se poser. Donc, on est dans le cadre d'un investissement coffre-fort par excellence. Je paye en une fois, c'est dans mon patrimoine et ça travaille tout seul. Rendez-vous le jour où je récupère le bien. Alors, la nue-propriété, ça existe aussi dans le neuf. Ça a démarré d'ailleurs dans le neuf, le démembrement temporaire, il y a une vingtaine d'années. Et il y a des différences entre le neuf et l'ancien. Le neuf, alors la principale différence que je vois évidemment, c'est le prix d'acquisition. Le neuf, il y a une surcote. Par définition, c'est comme quand vous achetez une voiture neuve qui sort de la concession, elle est plus chère que quand elle aura roulé 100 km. Donc là, c'est exactement la même chose. Vous achetez un bien dans le neuf, il est surcoté parce qu'il est neuf. Là, l'avantage de l'ancien, c'est que vous êtes dans la valeur de marché. Vous collez au marché, vous achetez pour être dans le marché. Il n'y aura pas vous ne perdrez pas la surcote avec le temps. Et puis, vous trouverez aussi que si vous comparez sur des mêmes durations d'usufruit, sur les mêmes durées, 15 ans d'usufruit, 15 ans d'usufruit, vous verrez que les décotes sont supérieures dans l'ancien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui se fait dans le neuf, c'est du logement social. C'est-à-dire que l'usufruitier n'est pas un particulier, c'est un bailleur social qui va mettre le bien en location. Donc d'un côté, vous avez le logement social, de l'autre côté, c'est un particulier et qui a comme un intérêt pour l'investisseur, qui surtout s'il vient du locatif, il va avoir dans son bien quelqu'un qui est attaché au bien, puisque c'est quelqu'un qui a voulu y rester, le monétiser, et qui le connaît bien et qui n'a aucun intérêt évidemment à dégrader le bien dans lequel il se trouve. Troisième différence, la localisation. L'avantage de l'ancien, c'est qu'on ne prend que au cœur des grandes villes ou des maisons ou des appartements qui ont une valeur patrimoniale dans des localisations très recherchées. Mais c'est toujours une valeur liquide, une liquidité très importante, une valeur locative très importante pour chaque bien. Ils sont intramuros. Là où dans le neuf, il y a un sujet foncier, ce sont des promoteurs qui sortent des villes, il faut trouver les terrains. On est souvent en périphérie. Et ça, il faut y penser quand on va récupérer le bien et qu'il va falloir le mettre en location ou le revendre. Et puis, il y a deux autres sujets qui sont évidemment, et quand on achète du neuf, c'est surtout un produit de défiscalisation. Quand on achète dans l'ancien, il y a un vrai intérêt pour le sous-jacent. On met toujours un peu d'affect dans l'actif qu'on va voir. Et enfin, et c'est important, lorsqu'on achète dans le neuf, c'est un programme, un immobilier, donc c'est un bloc qui est vendu en nue propriété et qui ressortira donc 15 ans, 17 ans ou 20 ans après, tout ensemble. L'avantage de l'ancien, c'est que c'est monsieur Pierre-Paul Jacques qui vende, c'est une offre diffuse et sur mesure, en fonction de ce que vous cherchez en taille d'appartement, etc. On arrive bientôt à la fin. Un dernier point sur le financement. Est-ce qu'on peut acheter et financer ce type d'opération à crédit? La réponse est oui, sous condition. La condition, c'est que vous êtes non-résident. Et en tant que non-résident, il va falloir, si vous voulez faire appel au crédit, que vous puissiez fournir à votre banque une garantie qui ne soit pas la nue propriété. Car la banque ne prend pas en garantie la nue propriété. La banque prend une garantie déplacée, c'est-à-dire si vous voulez emprunter 300 000 euros, la banque va vous dire « Donnez-moi une garantie à hauteur de 300 000 euros en France ». C'est-à-dire soit vous avez déjà un actif immobilier en France, soit vous avez une assurance vie que vous adossez à cette opération, que la banque va nantir à hauteur du montant qu'elle va vous prêter. Voilà, il faut évidemment mettre un minimum de fonds propres pour acquérir ce type de bien et vous pourrez faire des crédits amortissables in fine. J'en ai terminé. C'est une solution qui effectivement est particulièrement adaptée aux expatriés. C'est 25% de nos investisseurs. Un investisseur sur 4 au sein de Monetivia habite à l'étranger pour des raisons assez évidentes qu'effectivement il y a zéro gestion locative à opérer. Aucun souci tout court, aucun flux financier,
Voilà, vous avez pris date, vous avez investi en France, et pour votre tour, ce capital travaille, ces fonds propres travaillent de façon sécurisée et vous ne vous laissez pas effectivement dépasser par le marché si vous revenez dans 15 ans et que beaucoup, par exemple, si je prends Paris comme exemple, ont regretté de ne pas être rentré dans Paris il y a 5 ou 10 ans et ont vu la hausse passer devant eux. Donc voilà, c'est l'idée, c'est d'être dans le marché et de façon sécurisée. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer, j'ai fait un petit peu plus que 20 minutes, 25 minutes, mais je vous propose maintenant, si vous avez des questions, de pouvoir y répondre. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur le chat. Alors, j'ai Victor qui me pose la question suivante. Si on aime le risque, peut-on investir en nue propriété avec un usufruit viager? Alors, la réponse est oui. Vous avez d'ailleurs très bien commencé la question, si on aime le risque. C'est exactement ça. Tout est une question de propension au risque. Si vous aimez le risque, alors oui, vous pouvez, et nous proposons aussi des biens en nue propriété avec un usufruit qui est laissé à vie au vendeur. Dans ces cas-là, pas d'assurance, pas de complément éventuel en cas de récupération anticipée. Donc, vous l'avez compris, gain potentiel important en cas de décès prématuré, gain maximal, mais aussi perte ou en tous les cas un rendement qui se dégrade très 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 fortement sur la durée si on est parti sur 10 ans par exemple et que les personnes sont encore dans le bien au bout de 25 ans. Donc c'est vraiment une question de risque. Quelqu'un qui veut sécuriser son rendement va aller sur le format classique nue propriété avec un usufruit temporaire. Celui qui dit moi je suis prêt à prendre plus de risques, je suis un peu un joueur, je suis un peu joueur, à ce moment-là va se dire voilà, moi j'investis en nue propriété et puis je récupérerai le jour où, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 25 ans. Si c'est dans 25 ans, j'aurais perdu en termes de rendement. Si c'est dans 5 ans, j'aurais fait un super coup. Absolument. Deuxième question. Bonjour, compte tenu du contexte actuel, de combien en pourcentage les prix de biens immobiliers du propriétaire ancien vont-ils baisser d'ici un an? Alors, compte tenu du contexte actuel, combien les prix vont baisser? En gros, vous me demandez d'être devin et de vous dire dans l'année ou dans un an quels seront, à quoi s'attendre sur l'immobilier. Alors, c'est évidemment une question très difficile et pour laquelle il faut rester très humble parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un spécialiste qui prend le risque de dire ce qui va se passer autour de l'immobilier. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement 2019 a été une année exceptionnelle, l'année de tous les records, plus d'1 million de transactions dans l'ancien. Dans l'immobilier, c'est absolument énorme. Dont d'ailleurs 25%, près de 25% de ce million de transactions ont été des investissements, ont été des acquisitions pour faire de l'investissement locatif. Donc c'est absolument énorme. On avait bien démarré tout début d'année 2020. C'est passé ce qui s'est passé, que vous connaissez bien, la crise sanitaire, le confinement. Le volume de transactions a du coup réduit considérablement. Je crois que les études montraient que seuls 40% des études de notaires tournaient à plein régime. Donc, inutile de vous dire que les volumes de transactions cette année ne seront évidemment pas au rendez-vous, vont largement diminuer. Ça, c'est pour le volume. Le fait que nous ayons été confinés a créé un réservoir de transactions assignées qu'il va bien falloir signer maintenant que le déconfinement est décidé. Donc, il y a une forme d'embouteillage de tous ceux qui ont attendu pendant le confinement de signer leurs opérations. Est-ce que demain, le marché va baisser? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Je crois que personne ne peut le dire parce qu'on n'a pas eu d'indicateurs. Les indicateurs qu'il faut regarder, c'est combien de temps va durer la crise sanitaire et ses conséquences économiques sur l'économie réelle. Si ça dure très longtemps, évidemment que ça aura un impact sur l'immobilier, c'est une évidence. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est le niveau des taux d'intérêt.
qui avaient pris quelques points de base entre le plancher de novembre 2019 et début d'année. Ils ont remonté un petit peu, mais il y a fort à parier qu'évidemment, les taux devraient rester à court moyen terme, évidemment très bas, parce que c'est la seule solution pour relancer la croissance post-crise sanitaire. Donc, voilà, le consensus, je vais essayer d'être encore plus direct sur votre question, le consensus moyen, il y a 56, je voyais un sondage, Se Loger a fait un sondage en disant qu'il y a 56% des visiteurs sur le site qui voient le marché baisser, contre 45% qui ne le voient pas baisser. Et sur les 56%, je crois que c'est 55% qui voient moins de 10% de baisse. Voilà, donc après, chacun voit avec ses chiffres, chacun voit ce qui peut se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'en achetant en nue propriété, c'est le meilleur moyen de se prémunir contre une baisse qui sera temporaire, puisque c'est un investissement de long terme et vous achetez qu'une décote. Donc de toute façon, elle sera amortie dans la décote et c'est sans doute un très bon moyen pour se prémunir de cette baisse. Quel est l'avantage pour l'usufruitier qui vend son bien au départ? Pourquoi recourir à ce genre d'opération pour un vendeur? Tout simplement, c'est un pur arbitrage immobilier. Il habite le bien qui lui coûte, qui est une sorte de tas d'or sur lequel il est assis, qui représente pour certains une grosse partie de son capital. Et le paradoxe, c'est que ça ne lui rapporte rien. Il habite dedans, mais ce capital ne lui rapporte rien. Et donc, il fait une opération maligne qui consiste à dire je vais monétiser ce bien, mais de façon intelligente. Je vais vendre la nue propriété avec un usufruit temporaire qui est calculé économiquement sur les loyers. Et si jamais je décède prématurément, j'aurai en plus mes enfants qui percevront un complément. Donc, je suis assuré de vendre au prix juste mon bien et surtout de pouvoir profiter en l'habitant de la vie, de ma retraite et financer tout un tas de choses. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que les objectifs des vendeurs, ils sont multiples. La seniorité française a beaucoup de sujets, à la fois des beaux sujets où ils ont envie de se faire plaisir, et puis des sujets plus difficiles, financer leur dépendance, vouloir aider beaucoup de parents font l'opération de monétisation pour aider leurs enfants. Plutôt que leurs enfants attendent l'héritage et le décès des parents dans 15 ou 20 ou 25 ans, eh bien, en monétisant l'opération tout de suite, ils peuvent donner un coup de pouce à leurs enfants pour que leurs enfants, eux, puissent acheter leurs biens, profiter, enfin, avoir leur projet à eux. Question suivante. Quel est l'intérêt pour un senior de vendre son appartement en nue propriété? Alors, je crois que je viens de répondre à la question. Quel est le rôle concret de Allianz dans cette transaction? Le rôle concret d'Allianz, il est très clairement de couvrir le risque de non-récupération ou de surlongévité, vous l'appelez comme vous voulez, de non-récupération du bien par l'investisseur au terme du contrat, d'usufruit temporaire. J'ai 15 ans d'usufruit temporaire, je suis acheteur d'une propriété, je dois récupérer le bien. Ah, je ne le récupère pas grave, je suis assuré par Allianz qui m'indemnise tous les mois et cette indemnité est calculée de telle sorte que mon rendement sur l'opération ne se dégrade jamais. Donc, voilà le rôle d'Allianz, c'est de couvrir ce risque pour l'investisseur. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, juste pour terminer sur Allianz, c'est que si le vendeur senior quitte le bien à l'issue de l'usufruit temporaire, il sera nonagénaire à ce moment-là, il a 93, 94, 95 ans, il part en maison de retraite, par exemple, ou il part en EHPAD, c'est lui qui récupère à ce moment-là l'indemnité d'Allianz qui lui sera versée jusqu'à la fin de sa vie et qui lui financera sa maison de retraite. Donc, c'est lui qui la paye, le senior, cette assurance, et il la paye aussi parce qu'il sait qu'au terme de l'usufruit temporaire, il a cette forme de prévoyance qui pourra lui financer sa maison de retraite ou je ne sais quoi s'il quitte le bien.
Alors, attendez, parce que j'ai une question de Laurent. Laurent me pose la question suivante. Un décès anticipé de l'usufruitier peut amener à avoir à débourser une grosse somme malgré la décote de 33%. Faut-il prévoir un capital supplémentaire pour ce cas? Pas sûr qu'une banque accepte un prêt supplémentaire sur le même bien. Alors, c'est une excellente question. Je vous remercie de m'avoir posé, comme dirait l'autre, parce que c'est un point qui peut être effectivement qu'il faut préciser. Le premier point à préciser immédiatement, c'est que vous connaissez tous les montants à l'avance. Tous les montants, année après année, sont dans l'acte authentique, notarié, que vous allez signer lorsque vous allez acquérir la nue propriété. On connaît le prix aujourd'hui et tout est figé aujourd'hui. Donc, on connaît sur un usufruit de 15 ans, les 15 années, la valeur des 15 années de loyer. On connaît donc les 14 dernières, les 13 dernières, les 12 dernières. On applique l'abattement, ça nous donne le montant. Ce montant est dans l'acte, est figé. Donc, il n'y aura pas de discussion. Point numéro 1. Comment financer ce montant? Premièrement, il se trouve que le jour où le cas survient, il se trouve qu'il y a un décès, vous avez à verser un complément, vous avez les liquidités. Le sujet ne se pose pas, vous prenez les liquidités, vous remboursez. Deuxième cas de figure, vous allez voir votre banque et vous lui dites, voilà, j'ai un complément à mettre pour une acquisition d'usufruit qui se termine prématurément. Pouvez-vous me prêter 10%, 15%, 20% de la valeur d'un bien qui est aujourd'hui votre pleine propriété? Donc, vous dites à la banque, ce bien vaut 500 000 euros, est-ce que vous pouvez me prêter 100 000 euros ou 80 000 euros pour racheter cet usufruit temporaire, ce seul usufruit, et verser ce complément aux ayants droit, sachant que je vais faire du locatif et que le bien vaut 500 000 euros. Je ne pense pas que vous allez avoir beaucoup de difficultés à monter un emprunt et à trouver preneur. Mais même si vous êtes dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire vous ne pouvez pas emprunter, vous n'avez pas les liquidités, il vous reste une troisième possibilité, c'est de revendre le bien. Vous revendez le bien, vous avez fait un placement financier, immobilier, vous avez acheté un bien. Vous avez à verser un complément. Là, vous devez savoir la chose suivante, vous avez 6 mois pour verser le complément aux ayants droit du vendeur à compter du jour où vous disposez du bien. Pas à compter du jour où il y a eu décès, à compter du jour où vous disposez du bien, il a été libéré, vidé, vous avez les clés du bien. À compter de ce jour-là, vous avez 6 mois pour verser le complément. Beaucoup de nos investisseurs nous disent « Non mais moi, je ne veux pas de locataire. Moi, s'il y a décès prématuré, je revends le bien immédiatement, je prends ma plus-value nette d'impôt et je recommence. » Pourquoi plus-value nette d'impôt? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous achetez un bien qui vaut 500 000 euros, vous l'achetez 300 000 euros, vous avez 50 000 euros à mettre en plus, il vous a coûté 350 000 euros, vous le revendez 500 000 euros, la différence entre les deux, c'est dans votre poche, zéro impôt, puisque le fisc prendra comme prix de revient d'acquisition la valeur vénale le jour de l'acquisition de la nue propriété, soit 500 000 euros. Donc voilà ce qui peut s'offrir à vous. Vous avez les liquidités, vous allez emprunter, ou alors vous revendez le bien. Vous avez 6 mois pour le faire, voire même plus, puisque le temps que le bien soit libéré, vous allez avoir un peu plus de temps pour le vendre. Donc voilà comment financer l'éventuel complément si ce cas de figure arrive. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai un petit truc qui se met juste devant la question au moment où j'essaie de la lire. Si on ne possède pas de gros revenus ni d'apport, faut-il plutôt choisir un viager? Alors, moi, je serais tenté de vous dire, pour choisir un viager, il faut déjà avoir comme logique d'être, ce que j'évoquais tout à l'heure, d'être un plus joueur, être plus prêt à prendre des risques. Si vous n'avez pas de gros revenus, si vous n'avez pas d'apport, et que vous êtes non-résident, vous allez avoir du mal à emprunter. Surtout si vous n'avez pas de capital à donner en garantie, par ailleurs. Donc, cette solution sera difficile d'accès pour vous. Donc, un viager, si vous avez zéro apport, si vous avez de faibles revenus et que vous vous dites, moi, je suis pour payer une rente viagère
c'est-à-dire un petit bouquet et je paye ma rente jusqu'au décès du vendeur, ça peut être une solution. C'est très risqué, encore une fois, mais ça peut être une solution si vous avez peu de, si vous avez peu de revenus. Absolument. Je prends la question suivante. Alors, bonsoir, Amaury. Oui. Je me permets d'intervenir juste. Bonsoir à tout le monde. Alors, je vais... vous allez pouvoir traiter une dernière question. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vais juste préciser aux participants qui vont recevoir la vidéo en replay s'ils veulent revoir la présentation, donc ils l'auront d'ici demain. Et que toutes les questions, il y en a beaucoup, effectivement, qui sont arrivées sur le chat. Toutes les questions qui n'auront pas pu être traitées là ce soir vont pouvoir être traitées juste après le webinaire. Donc, vous allez les recevoir à Amaury et vous pourrez les traiter directement avec les personnes puisqu'elles ont posé des questions et puis il y a leur adresse email. Voilà, donc pas inquiéter. C'est vrai que sur le laps de temps qui reste, ça va être difficile de répondre à toutes les questions qui restent dans le chat. Voilà. Moi, je suis ouvert, hein, je voulais juste le préciser. Donc, il y aura la vidéo replay et les réponses seront traitées après le webinaire dans tous les cas pour assurer les participants. N'hésitez pas de toute façon à chacun si vous avez des questions, d'envoyer soit sur le site de Monetivia dans l'adresse contact, soit à mon adresse que vous voyez figurer sur la présentation. Et n'hésitez pas, on répondra évidemment à toutes les questions. Donc, voilà. Dernière question, c'est ça? Là, je viens de partager une dernière question de Baptiste qui a une petite question, qui est trentenaire avec possibilité de fournir un apport personnel à l'achat, mais sans patrimoine en France pour en servir de sécurité. Donc, est-ce que la nue propriété reste possible et si oui, comment? Eh bien, elle est possible en payant sur fonds propres. Si vous avez la possibilité de fournir un apport personnel à l'achat, qu'il est suffisamment conséquent pour pouvoir acheter la nue propriété, pas la peine d'emprunter. Vous savez, je rappelle souvent aux investisseurs que la nue propriété, c'est comme si vous aviez une dette gratuite. Hein. La décote, vous allez acheter un bien qui vaut 150, c'est comme si vous aviez acheté avec 50 de dette. Donc, on a aujourd'hui un investisseur sur deux qui emprunte, tout ou partie. Un investisseur sur deux voit ça comme un super investissement equity sur fonds propres qui travaille tout seul. Donc, pour répondre à la question, j'ai malheureusement pas le prénom, mais du trentenaire en question, sans patrimoine en France, si vous n'avez pas de garantie en France, il y a une solution qu'on peut préconiser, mais qui est difficile selon les pays où vous vous trouvez, selon votre situation, mais on pourra étudier ce cas avec vous si vous passez par le site. C'est de passer par des sociétés de caution, de crédit, mais tout en vous le disant, je sais que la société de caution, elle va vous demander, type Crédit Logement ou SACEF, ils vont vous demander d'avoir un actif net immobilier en France au moins équivalent au montant emprunté. C'est-à-dire votre patrimoine immobilier moins les dettes en France, ça c'est votre actif net. La valeur de cet actif net, ça, ils vont être d'accord que vous puissiez emprunter un montant et de vous cautionner un crédit de ce montant-là. Mais il faut détenir un actif en France. Donc, c'est effectivement un prérequis. Voilà, donc je crois que c'était la dernière question. Je vous remercie beaucoup de votre participation. C'est toujours très sympa, même si c'est très frustrant de ne voir personne. Vous me voyez, moi je ne vous vois pas. Mais n'hésitez surtout pas en tous les cas, vous avez notre adresse. Et si vous vous intéressez à la question, si vous voulez étudier la question et voir si vous voulez avancer, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Et vous recevrez, comme l'a très justement dit Nathalie, vous recevrez de toute façon cette vidéo par email. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.